des actus, des coups de cœur et quelques tranches de notre vie, saison 6. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce 6e épisode de la saison 6 de Tranche de couple, épisode qui s'intitulera Gueule de bois. Alors vous l'imaginez, si on a décidé d'appeler cet épisode Gueule de bois, c'est un peu suite aux résultats des élections américaines qui ont été connus un peu plus tôt cette semaine parce qu'on enregistre cet épisode pour des raisons logistiques un peu plus tôt que d'habitude, mais pas seulement, c'est aussi parce qu'on y reviendra. On a passé une très bonne soirée hier soir, mais voilà, on a aussi été peut-être pas complètement raisonnable sur les mojitos, hein Max, on y reviendra. Hein. Bon, écoutez, merci à tous en tout cas et à toutes d'être là pour nous écouter. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous encourager à vous proposer ce podcast régulièrement. Alors on commence tout de suite le cœur de cet épisode qui va effectivement être consacré à une espèce de petite discussion autour du résultat des élections. Effectivement, vous savez, c'est un format qu'on aime bien pour des choses qui sont en général des sujets importants mais tout chauds sur lesquels on n'a pas forcément encore suffisamment de recul pour vous faire un podcast avec des retours de presse. Il faut savoir que le comptage des voix est toujours en cours aujourd'hui, même si on a une très bonne idée. On sait que Trump a gagné. On sait que Trump a gagné, ça ne viendra, j'espère, comme une surprise pour personne. Mais voilà, c'est un peu l'occasion de vous présenter aussi ce que nous, on a quelques éléments qu'on a ressortis depuis 5 jours, et puis d'ouvrir des questions auxquelles on répondra sans doute dans des épisodes à venir. Alors pour commencer, je voudrais reprendre une phrase d'un de nos amis, qu'un de nos amis nous a dit le mardi, le soir des élections, ou quand c'était le soir chez nous, donc le jour des élections aux États-Unis, où il dit, de toute façon, dans les deux cas, qu'il soit élu ou qu'il perde, Trump, ce sera négatif. Donc on partait déjà mal, il faut reconnaître, on sentait déjà que la gueule de bois, elle allait être là. Soit il est élu, et on connaît la personnalité de Trump, on sait que ça va pas simplifier les choses, on y reviendra au niveau, en tout cas, international. Mais il a été élu par les Américains, et on y reviendra aussi. Soit il perd, et vu comment s'est passée sa défaite, qu'il n'a toujours pas acceptée, d'ailleurs officiellement en 2020, il faut savoir qu'en principe, la logique, pas la culture, mais aux États-Unis, c'est la transition démocratique et pacifique, avec un concession speech, un discours de défaite de la part du candidat ou de la candidate qui a perdu. Qui n'a jamais eu lieu. Donald Trump n'en a jamais fait en 2020. Il n'a jamais fait de discours de défaite. C'est le seul président de l'histoire des États-Unis à n'avoir jamais fait de discours de défaite face à Joe Biden en 2020. C'est marrant parce que c'est ça qui... Enfin, nous, ça nous paraît complètement aberrant, en fait, qu'il se soit tellement battu pour refuser d'accepter le résultat des urnes et pour autant qu'il se représente et qu'il gagne. Mais voilà, c'est la réalité de la situation politique aux États-Unis. La réalité, et on y reviendra, finalement d'une parole libérée de Donald Trump qui construit un discours alternatif qui finalement n'a plus de prise. Il n'y a plus rien qui conteste ce discours alternatif que Donald Trump peut et qui va rendre à la fois intéressant et hyper compliqué les 4 prochaines années qui vont venir. Alors on peut peut-être revenir du coup d'abord sur le résultat de l'élection. Vous savez que pour gagner les élections aux États-Unis, il faut atteindre un certain nombre de grands électeurs. Les grands électeurs, ils sont répartis entre les différents États. Et donc il faut atteindre le chiffre de 270 grands électeurs. On a les résultats dans tout. Alors, ils ne sont pas validés définitivement parce qu'il y a encore des comptages de voix, mais il y a ce qu'on appelle des projections qui sont faites par des médias ou par des agences de presse basées sur le nombre de voix restants à recompter et celles qui ont déjà été comptées, qui permettent de dire que Donald Trump a remporté 312 grands électeurs aujourd'hui. Il a notamment fait chuter ce qu'on appelle le Blue Wall, qui est ce mur d'États tout à fait au nord-est des États-Unis, avec le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, qui étaient, avec la Géorgie,
avait été remporté par Biden en 2020. Il a aussi fait chuter les démocrates dans le Nevada et en Arizona, ces 2 plus petits États du Sud-Ouest, mais qui sont symboliques parce que, on y reviendra, le vote aussi des minorités, notamment des minorités latino, a connu un shift en 4 ans assez impressionnant. Et c'est un élément assez important. Au-delà d'avoir remporté donc le nombre de grands électeurs, Donald Trump a également remporté, et de manière incontestable, le vote populaire. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. 2004. Voilà. Et George Bush. Et c'était quelque chose que Trump n'avait pas réussi à remporter le vote populaire. Donc c'était aussi une des critiques en 2016 lors de son élection. C'est-à-dire que la majorité des Américains n'avaient pas voté pour lui et néanmoins il avait réussi à être élu en 2016. Et donc voilà, il faut avoir ça en tête. C'est une victoire absolument incontestable, à la fois du vote populaire et à la fois en termes de grands électeurs. Mais pour autant, c'est pas un raz-de-marée comme on a pu l'entendre le lire dans certains médias. On voit beaucoup de gens qui disent bah oui, il a remporté effectivement l'ensemble des 7 swing states, des États qui étaient qui avaient la possibilité de passer de démocrates à républicains et qui d'une élection à l'autre sont toujours très justes en termes de résultats. Mais ce n'est pas un raz-de-marée puisque on se rend compte que si 1,1% des votants, soit 175 000 votants sur les 3 États du Blue Wall dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, avaient décidé de voter pour Kamala Harris plutôt que pour Donald Trump, c'est elle qui aurait remporté ces 3 États. Par ailleurs, au niveau du vote populaire dont parlait Max à l'instant, pour l'instant, il y a moins de 2 points d'écart entre les 2 candidats. Donc on est vraiment sur une victoire de Donald Trump qui a l'air d'un raz-de-marée visuellement sur une carte, mais qui peut avoir cet air-là, mais qui en réalité, au niveau du nombre de votants, ne l'est pas. Alors, ça montre aussi les faiblesses du Parti démocrate, tout ce qui fait, on y reviendra peut-être tout à l'heure, on va continuer sur les éléments de la victoire de Trump, mais voilà, pour tout ça pour dire que ne rentrez pas dans cette logique de raz-de-marée monstrueux pour Donald Trump. Ce n'est pas un référendum, ce n'est pas un plébiscite pour le président, c'est simplement une sorte d'alternance politique de tout ce qu'il y a de plus logique. Et bizarrement, là, il y a beaucoup moins de gens qui ont contesté les résultats cette année. Hein. Oui, même si... Ce qui est bien, c'est qu'ils feront des économies pour ce qui est de la protection du Capitole le 6 janvier. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être pour terminer sur la phase résultat des élections, avant qu'on passe à la partie analytique finalement des éléments de la victoire et de la défaite. Il y a eu beaucoup de discours aussi pour mettre en avant, puisque on vous le disait dans le dernier épisode, finalement la fraude électorale et la sécurité des élections ont été beaucoup contestées, en particulier par le camp républicain. On vous le disait la dernière fois, qui voulait aussi avoir des arguments pour éventuellement pouvoir contester le résultat de ces élections. Et finalement, c'était un discours que Joe Biden a fait cette semaine après les élections pour dire, voilà, notre modèle électoral a confirmé qu'il était solide, qu'on pouvait avoir des élections qui soient sûres et qui permettent une transition démocratique entre un camp et l'autre sans que ce soit contesté. Et donc cette transition apaisée du pouvoir, bien sûr en creux c'est une critique à l'égard de Donald Trump qui en 2020 n'avait pas justement permis cette transition apaisée du pouvoir. Alors on passe tout de suite aux éléments de la victoire de Trump, Guillaume. Alors le premier élément, je crois que c'est l'élément le plus important et qu'on a tendance, nous, à oublier de notre point de vue d'Européens transatlantiques qui ne votons pas directement pour Donald Trump, mais qui parfois faisons des nuits blanches et nous réveillons avec la gueule de bois quand on n'a pas dormi pendant 4 heures d'affilée parce qu'on a eu le malheur de regarder un bout de résultat et que ça allait pas dans le sens où on voulait, c'est que ce ne sont pas les Européens qui votent, ce sont les Américains qui votent, et comme n'importe quel électeur, l'Américain moyen, comme l'Européen moyen, comme le Français moyen, comme le Belge moyen, il va d'abord voter pour ce qui se passe sur le pas de sa porte au plus loin et dans sa maison. En réalité, il va voter pour lui et pour sa pomme. Non mais oui, ça, et puis de toute façon, et on a tendance toujours à l'oublier dans le cas des élections américaines, l'élection américaine, elle est d'abord déterminée sur des questions domestiques, c'est-à-dire sur ce qui se passe aux États-Unis et pas
Oui, non, toi tu dis pour sa pomme, c'est-à-dire aussi sa pomme à titre personnel, individuel. Mais je pense qu'aux États-Unis, on vote aussi pour sa pomme et Oui, pour sa mais c'est deux réussite. éléments. C'est deux éléments, je pense, complémentaires. C'est-à-dire, d'une part, il faut pas penser que les questions de politique étrangère, la relation avec la Chine, l'Europe, le positionnement, la guerre en Ukraine et tout ça va déterminer le vote pour le président des États-Unis. Et ça, en tant qu'Européens et étrangers, on a souvent un peu tendance à avoir un regard biaisé là-dessus. Et deuxièmement, l'élément que tu mentionnais, qui est tout à fait vrai, c'est-à-dire que l'Américain, il va regarder par rapport à sa vie quotidienne, et en particulier, dans ce cas précis, son pouvoir d'achat et l'économie. Et c'est une des premières choses qui est ressortie après les élections, au lendemain des élections, mercredi dernier, c'est qu'effectivement, les Américains ont d'abord voté pour l'économie. On a eu trop tendance, peut-être, à imaginer que des sujets sociétaux, on a notamment le sujet de l'avortement, avec le fait, on vous en a déjà parlé, que la Cour suprême des États-Unis a annulé la décision qui faisait que l'avortement devait être légal sur l'ensemble du territoire pour remettre ça individuellement en responsabilité pour chaque État. C'est quelque chose que les démocrates ont beaucoup porté pendant leur campagne courte, finalement, la campagne courte de Kamala Harris, elle a été beaucoup portée sur l'avortement, la transidentité aussi, ça c'est des choses qui finalement n'ont pas été si déterminantes que ça, si mobilisatrices pour les démocrates, mais par contre ce sont des sujets qui, pour le coup, ont pu avoir un effet inverse et être mobilisateurs sur les franges les plus extrêmes des électeurs de Trump de l'autre côté, ceux qui en général ne vont pas nécessairement voter parce qu'ils ont l'impression que le candidat ou la candidate qui les représente n'est pas assez extrême, y compris des gens qui se revendiquent comme républicains, mais qui, pour autant, quand on a ce genre de sujet, ont l'impression que le ciel va leur tomber sur la tête et donc se décident à aller voter contre, littéralement, le sujet sociétal d'en face. Alors, puisque tu abordes le sujet sociétal, et bon, ça vient un petit peu sur le deuxième sujet. Un peu en avance, mais je me disais que c'était important aussi de mettre ça. Et si Kamala Harris et sa campagne ont vraiment mobilisé le vote des femmes, en particulier sur la question effectivement de la santé féminine et reproductive, puisque ça a été un gros sujet, Donald Trump, lui, a réussi à mobiliser très fortement les hommes. Sur d'autres types de sujets. Et effectivement, l'inflation, en particulier pour l'énergie, le coût de la vie, ça c'est quelque chose qui est une préoccupation constante et qui arrive finalement au détriment des démocrates qui sont au pouvoir depuis 4 ans. On a eu des discours de Donald Trump très très clairs sur il faut arrêter finalement toutes les réglementations qui pèsent sur l'économie, en particulier tout l'agenda vert, entre guillemets, transition écologique de l'administration démocrate sortante. Il faut les États-Unis ont des ressources naturelles de pétrole, de gaz qui sont extrêmement importantes, et donc il faut arrêter de fermer ces mines pour faire cette transition écologique, de mettre des contraintes. On a entendu à chaque meeting Donald Trump dire drill baby drill. On n'est pas étonné d'ailleurs que son best friend forever depuis le début de cette campagne, c'est personne d'autre que notre ami Elon Musk d'ailleurs. Alors on n'est pas étonné dans le sens où Musk est contre toute forme de réglementation, de régulation. Il a quand même pour autant dégagé le siège social de Tesla de Californie vers le Texas parce qu'il trouvait que la Californie lui donnait trop de réglementation. Oui, et pour autant, sur tout l'aspect énergie fossile, c'est pas Elon Musk qui va forcément le soutenir. Après, Elon Musk, il a été toujours très clair. Il a dit je considère que aujourd'hui, les véhicules électriques sont les plus efficients et que donc on peut faire une bataille, honnête entre les véhicules thermiques et les véhicules électriques. À la fin, ce sera les véhicules électriques qui gagneront. Donc, dans ce sens-là, il n'a pas besoin d'être forcé par des réglementations
pour faire cette transition écologique. En tout cas, c'est sa perspective. Voilà. Et alors, au-delà de la situation économique, de l'inflation, il y a aussi un gros élément que nous, on perçoit très très peu, mais qui reste quand même dans les discours et dans les conscientisations aux États-Unis, c'est la crise migratoire. Hein. Depuis des années, il y a cet afflux de migrants, en particulier qui viennent de l'Amérique du Sud, qui arrivent aux États-Unis. Vous vous souvenez... Et de l'Amérique centrale, du Mexique. Et de l'Amérique centrale. Vous vous souvenez de toutes ces problématiques autour du mur qui avait été construit, qui avait été commencé sous Obama, qui a été continué sous Donald Trump. Et finalement, eh bien, là, Donald Trump avait empêché un accord au Congrès pour renforcer en fait les moyens pour lutter contre les immigrants, la migration illégale, parce qu'il ne voulait pas que les démocrates finalement réussissent à faire cet accord transpartisan entre les républicains et les démocrates n'avaient pas assez de voix pour pouvoir passer ça sans l'accord des républicains. Donc là, on a vu que en amont des élections, eh bien, Donald Trump a continué à orienter un débat en mettant des barrières en fait dans une situation que tout le monde, démocrate comme républicain, veulent combattre. Il y a eu aussi toute cette rhétorique autour des migrants qui auraient été amenés par camion pour justement aller voter en faveur des démocrates et tout ça. Donc on revient à la polémique sur la fraude électorale. On vous en a parlé, Max vous a fait un super sujet là-dessus dans notre dernier podcast d'ailleurs sur faut-il voter avec ou sans carte d'identité, papier d'identité, document d'identité. Il y a des réglementations différentes. On vous conseille d'écouter notre épisode 5 de la saison 6 qui vous donnera toutes les informations là-dessus. Et puis moi, je voudrais ajouter quand même sur cette question des migrants, de l'immigration et des minorités, il y a aussi le vote des anciens immigrants qui ont été naturalisés maintenant depuis plusieurs années ou plusieurs générations, qui sont arrivés aux États-Unis légalement et qui ont obtenu leur nationalité légalement et qui, pour beaucoup aujourd'hui, votent votent pour Trump parce qu'ils considèrent que c'est le seul qui soit capable d'éviter que des migrants qui débarquent de façon incontrôlée et de façon illégale puissent accéder aussi en quelque sorte à au même niveau de citoyenneté ou de légitimité, de légalité dans le pays que celui que eux ont acquis de façon légale. Alors, on a vu ça, il y a eu des reportages là-dessus notamment. C'est important de savoir ça pour imaginer, parce que moi je me suis beaucoup posé la question, comment est-ce que un migrant, en sachant d'où il ou elle vient, peut aujourd'hui voter pour Donald Trump en sachant quelle est la politique qu'il mène vis-à-vis de ces mêmes migrants. Eh bien, voilà, il y a aussi cette différence entre deux votes. De génération, et aussi parce que finalement, eh bien, il y a cette crainte, dans un contexte économique qui n'est pas évident, que ces nouveaux migrants viennent prendre les jobs que eux-mêmes occupent aujourd'hui, qui sont des jobs qui sont pas très bien payés. Il y a une situation économique où, il y a quelques années, on arrivait, même avec ces jobs pas très bien payés, à finalement se débrouiller, à acheter une maison et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus difficile. C'est même quasiment impossible pour certains. Et donc, ils voient d'un très mauvais œil, en fait, ces masses de migrants illégaux qui arrivent ou masses de migrants même légaux, mais en tout cas qui arrivent et qui risquent de prendre finalement leurs emplois, et du coup de rendre la situation économique encore plus difficile pour eux. Donc c'est une certaine assimilation aux États-Unis. Tout à fait. Et alors une dernière chose, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'était aussi un vrai sujet pendant la campagne, comme ça l'a été dans nos campagnes électorales européennes passées, c'est celui de la Palestine, de Gaza aujourd'hui, et puis du vote notamment des Américains d'origine ou de culture ou de confession musulmane qui ont voté bien davantage pour la candidate verte, Jill Stein, que pour Kamala Harris. Se voit comme le nez au milieu de la figure dans certains comtés où Jill Stein arrive en tête, alors que c'est une candidate qui, vous savez, aux États-Unis, il y a ce duopole des partis républicains et démocrates qui fait que les candidats indépendants ont quasiment aucune chance, sauf à s'allier avec un des deux grands partis, de remporter une élection. Et bien là, elle est arrivée en tête dans certains
comtés particulièrement, où ces populations sont particulièrement représentées. Ça n'a pas suffi, ça n'aurait pas suffi en soi pour justifier l'élection de Kamala Harris, mais ça a eu un impact certain sur un certain nombre d'électeurs et ça a pu faire balancer, en tout cas certains sièges à la Chambre, sinon le poste de président plus qu'à la marge. Voilà, donc finalement, il faut quand même vraiment avoir en tête qu'il y a un gros vote de protestation par rapport à la situation actuelle aux États-Unis qui finalement explique en bonne partie le vote pour Donald Trump, ce que Corentin Célin a appelé le dégagisme. Voilà, donc la situation n'est pas bonne et on va faire confiance à Donald Trump pour que la situation aille mieux. Il n'y a pas de garantie, mais c'est comme ça. Alors on passe maintenant aux éléments de la défaite de Kamala Harris. Effectivement, les éléments de la défaite de Kamala Harris, ceux dont on connaît en tout cas aujourd'hui, qu'on peut vous partager aujourd'hui. Alors, il y a une première chose qui est assez logique, c'est cette alternative qui arrive régulièrement en politique entre un parti et l'autre. Il faut savoir que sur les 8 dernières années, l'économie a subi pas mal de crises, pas mal de chocs, mais que les principaux chocs ont été subis par les Américains alors que les démocrates étaient au pouvoir depuis 2020 avec le Covid, qui était déjà, la crise était déjà en cours pendant les élections en 2020, et puis la guerre en Ukraine qui a notamment poussé l'inflation à des niveaux jamais vus avant. Et tout ça, finalement, dans la tête des gens, c'est un peu... il y a pas mal de gens qui ne poussent pas la réflexion très loin, et c'est certain qu'ils se disent que c'est donc la faute des démocrates si l'inflation a énormément augmenté ces dernières années, si le post-Covid a été difficile aussi économiquement aux États-Unis. On a vu que même dans des situations, on voit par exemple en France, où l'État a mis un pognon de dingue, comme on dit, pour essayer de limiter avec un certain succès les conséquences de la crise du Covid, même dans ces cas-là, l'État, le parti en place se fait laminer aux élections parce que les gens le rendent responsable de tous les maux, de tout ce qui leur arrive. Donc ça, c'est une première chose, c'est un problème finalement d'héritage de ces 4 ans de Biden. Il y a l'incapacité aussi, c'est une autre chose importante, c'est l'incapacité pour Kamala Harris de se démarquer de Joe Biden. Et ça, elle a eu 3 mois, c'est très très court, 3 mois pour faire une campagne, août, septembre, octobre, pour monter une campagne, se faire connaître, pousser des thématiques. Elle a été un peu jetée dans la fosse au lion, on va pas se mentir. Alors il y a aujourd'hui, on aura sans doute plein de livres qui vont sortir dans les années suivantes sur c'est la faute à qui. Certains disent que Biden a conditionné sa renonciation à la candidature à condition que Kamala Harris le reprenne derrière uniquement, alors que les Biden et puis Nancy Pelosi, qui est la chef de la majorité à la Chambre actuelle, de la minorité, la Chambre actuelle, démocrate, aurait poussé pour qu'il y ait sur 3 mois une nouvelle élection interne pour une nouvelle personne. On ne sait pas. En tout cas, clairement, Kamala Harris, et quand on lui a demandé dans un débat, un débat avec pas face à Donald Trump et face à des Américains, qu'est-ce qu'elle ferait différemment de Joe Biden ? Elle n'a pas su répondre. Elle n'est pas sortie de ce qu'ils avaient fait pendant 4 ans et qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer. Il y avait plein de choses qu'elle aurait pu dire pour dire on a fait ça, mais on veut le faire encore mieux. On sait, en politique, on peut faire passer des messages. Alors peut-être c'est le moment de faire le lien aussi avec son profil personnel. Elle a fait quand même une bonne campagne. Elle a montré qu'elle était une bonne débatteuse. Lors du débat avec Donald Trump, elle s'est très très bien débrouillée. Elle a remporté largement à 65% des sondés à l'époque. Mais pour autant, en tant que femme politique, finalement, elle a quand même une relative inexpérience. Puisque elle avait été choisie en 2020 par Joe Biden en amont des élections, en 2019 par Joe Biden en amont des élections de 2020, après ce qui avait été quand même un échec massif de sa campagne aux primaires, et finalement une expérience nationale qui était très limitée,
puisqu'elle était seulement sénatrice, donc sénatrice fédérale de la Californie, que depuis 2 ans, depuis 2017. Et sa seule campagne disputée, c'était en 2010 pour le poste de procureur général de la Californie, qui est quand même un truc un peu, qui est limité, on va dire, par rapport aux enjeux sur la scène nationale. Alors bien sûr, sur les enjeux internationaux, là, elle était assez verte, hein, c'est-à-dire très peu d'expérience. Mais ça peut jouer effectivement à la fois le fait que toute la campagne démocrate s'était bâtie sur un programme de Joe Biden, donc qui serait la continuité, hein, parce que c'est ça forcément quand on est président sortant qui serait élu, et le fait que elle manquait aussi d'expérience politique pour pouvoir justement rebondir, se détacher. Elle a dû se jeter dans la campagne. Ils n'ont pas eu vraiment le temps de réfléchir à comment est-ce qu'ils pouvaient finalement changer un peu le narratif, sachant qu'il y avait une grande crainte au départ, hein, on s'en rappelle, c'est que Kamala ne réussisse pas à mobiliser l'électorat de Joe Biden. Et donc changer son programme, c'était un peu antinomique, ça risquait encore de créer des... Et quand on fait 5 à 10 millions de votes de moins, il y a un vrai problème de mobilisation aussi, d'ailleurs. Voilà. Alors, on sait pas on n'est pas encore sur un gap absolument monstrueux, on l'a dit, hein, mais ça reste quand même... c'est trop tôt pour dire si c'est un électorat qui ne s'est pas mobilisé, qui s'est démobilisé, ou si c'est d'autres facteurs, un électorat qui est plutôt allé vers Trump. En tout cas, effectivement, il y a eu aussi ce problème. Elle a réussi à mobiliser les jeunes. Elle a réussi à mobiliser toutes les populations qui sont diplômées et qui ont plutôt des bons salaires, bon pouvoir d'achat. Les femmes. 54% selon des sondages sortis des urnes. Mais elle a complètement raté finalement ce qui, en principe, est aussi la base des démocrates, c'est-à-dire les cols bleus, ce qu'on appelle les cols bleus. Finalement, normalement, tous ceux qui travaillent dans des situations, qui ont des pouvoirs d'achat faibles, tout ça, normalement, c'est quand même une base pour les démocrates. Et bien là, ils ont voté républicain. 54% parce pour que, les républicains. Effectivement, la condition économique, on en revient là. Qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille à la fin du mois ? Est-ce que j'arrive à survivre ou est-ce que je vis bien ? Et donc, c'est un vote sanction. Et elle a perdu la génération 45-64 ans, qui est la plus puissante en termes de pouvoir d'achat et en termes d'influence, et j'ai envie de dire économique aujourd'hui aux États-Unis. Et ça montre aussi en grande partie où est sa faiblesse. On ne peut pas seulement, même si on ne peut pas mobiliser que les jeunes, on ne peut pas mobiliser que les vieux, coucou Macron, mais il faut mobiliser vraiment un ensemble de l'électorat. Et puis, il y a aussi la question des latinos, où là où c'était traditionnellement une population qui votait de façon écrasante pour les démocrates, aujourd'hui elle n'a su mobiliser, selon toujours ces sondages, à prendre avec quelques pincettes, mais tout de même, que 53% du vote latino contre 65% pour ses prédécesseurs démocrates. Donc il y a eu un shift en 4 ans absolument énorme, et même les sorties de Trump au dernier moment sur notamment Puerto Rico par exemple n'ont pas eu d'influence sur ce vote qui, notamment chez les hommes latinos, est allé de façon très, très massivement beaucoup plus massivement en tout cas qu'avant, sur les républicains. Alors, est-ce qu'il y a aussi, on l'a vu passer plusieurs fois au début, j'ai pas retrouvé encore de base d'explication, j'ai ma propre explication, est-ce qu'il s'agit d'un vote de misogynie aussi ? Moi, quand je vois une majorité d'hommes qui votent pour un candidat homme et une majorité de femmes qui votent pour une candidate femme, je pense qu'il y a probablement effectivement mon interprétation, ma compréhension, c'est qu'il y a sans doute une part de misogynie cachée ou pas. Après, c'est pas forcément ça qui fait encore une différence énorme, mais ça fait 2 fois quand même que les Américains ont la possibilité d'élire une présidente dans un système bipartisan où en principe, ça ne devrait pas avoir un trop grand impact, mais ça fait 2 fois que ça ne fonctionne pas et de façon assez nette, puisqu'on a déjà eu le cas de Hillary Clinton en 2016.
Oui, bah, ça c'est sûr. Et le fait que quand même, effectivement, on en parlait avant, la forte mobilisation par les républicains, par Trump, de cette base électorale masculine du Midwest. Et c'est vrai, ça c'est aussi un élément dont on n'a pas forcément parlé, mais on voit finalement cette frange. Bien voilà, on a les côtes contre l'intérieur et le sud, hein, qui aujourd'hui, on voit bien, c'est là où Donald Trump a principalement remporté l'élection. C'est le Midwest et le sud en fait. Donc ça c'est sûr que c'est une question sur laquelle il faudra réfléchir dans les années à venir. On pensait, et c'était un des arguments, de dire si en fait les femmes vont toutes voter, comme il y a plus de femmes que d'hommes aux États-Unis, en gros, elles détermineront le résultat de l'élection et ce sera Kamala Harris qui sera élue. Ça, on l'a entendu beaucoup. Voilà, ça n'a pas été le cas. Mais oui, ce qu'on voyait, c'est il y a ces deux cartes là qui montrent les États qu'aurait remporté Harris si seules les femmes votaient. Et c'était, je ne sais plus combien de grands électeurs, 400, oui. 450. Enfin, c'était. Mais dans l'autre sens, ça marchait aussi. Comme quoi, il faut, comme tu le disais, Max, savoir mobiliser un ensemble d'électorats et pas seulement des minorités. Et on en revient sur le fait que les démocrates aient voulu pousser davantage pendant leurs 3 mois des sujets sociétaux qui s'adressaient à des minorités plutôt que des sujets généraux comme l'économie qui se seraient adressés à davantage d'électorats. Voilà. Espérons qu'ils auront appris, ils apprendront ça pour les élections suivantes. Alors passons maintenant à l'impact. Et un des premiers impacts, bien sûr, c'est la rhétorique de Trump, la rhétorique transactionnelle, la rhétorique sur les tarifs. Je voulais juste, avant qu'on passe effectivement à l'impact des élections, faire un big up à la génération de millénials, notre génération, qui, contrairement aux idées reçues et aux autres générations, n'a pas tendance à se radicaliser et à devenir plus extrémiste et notamment plus de droite avec l'âge, mais qui, selon les sondages et les informations qu'on a aujourd'hui, suivent une pattern, comment on dit en français ? Une tendance. Une tendance tout à fait différente de leurs prédécesseurs et de leurs successeurs, puisqu'on a plutôt tendance à rester modéré et à voter plus modéré, y compris en prenant de l'âge. Mais tu n'es pas un millénial, Guillaume. Mais je suis un millénial et toi aussi, Max. Les millénials, c'est ceux qui avaient 14-15 ans dans les années 2000. C'est la génération Y. Ah ok, bon, on n'est pas Z. Si, nous ne sommes pas Z, nous sommes la génération Y, nous sommes les millénials. J'ai revérifié, t'inquiète pas, je vous laisse aller voir sur Wikipédia ou sur les articles qui existent. Je vous confirme, nous sommes de la génération milléniale, celle qui est née entre 1980 et 1995. Ok, magnifique. Alors, passons maintenant à l'impact de cette élection. L'impact pour nous, pour l'Europe, l'impact pour l'Ukraine, pour Gaza, pour Taïwan. Voilà, quel est l'impact, sachant que on sait Donald Trump a une forte rhétorique. Naturellement, on en revient à cette logique transactionnelle. Il a eu une forte rhétorique sur les tarifs. D'ailleurs, ce que c'est quoi les tarifs ? Comment on appelle ça ? Les taxes. Oui, les taxes à l'importation, donc ce qu'ils appellent les tarifs en anglais, tariffs. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel certainement qu'il va y avoir quelques déconvenus du côté des gens qui ont voté Donald Trump. Et peut-être on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus. J'ai lu une anecdote où un directeur d'une usine avait rassemblé en fait tous ses employés pour expliquer que malheureusement cette année il n'y aurait pas de prime de Noël parce qu'il fallait qu'ils utilisent l'argent pour faire des stocks de matériaux, de matières premières parce que la mise en place de ces barrières à l'importation en fait allait avoir un vrai effet sur eux. Et là les salariés en fait étaient stupéfaits parce qu'ils pensaient que les coûts à l'importation, les taxes à l'importation, seraient payés par les entreprises étrangères.
Alors qu'en fait, non, c'est quand on importe et si on n'a pas une production 100% aux États-Unis, et en fait, c'est aussi les entreprises américaines et donc les consommateurs qui vont payer. Et donc là, il y a un double effet qui se coule, c'est-à-dire que d'une part, ça peut avoir un impact positif, c'est-à-dire que voilà, on peut avoir des orientations suite à la rhétorique de Trump. On peut avoir finalement des choses qui vont aller dans le bon sens. Par exemple, Ursula von der Leyen a annoncé pour faire plaisir à Donald Trump que voilà, peut-être que au lieu d'acheter du gaz à la Russie, ils vont changer tous les véhicules de société pour acheter des Tesla, c'est ça pour l'Union européenne? Peut-être. On pourrait acheter du gaz aux États-Unis. Voilà, ça c'est la rhétorique pour faire plaisir, donc ça c'est le côté positif. Mais le côté négatif, c'est le double effet qui se coule, c'est que effectivement, ça va continuer à entraîner une inflation et une hausse des coûts aux États-Unis, alors même que l'objectif de voter pour Trump, c'était de rendre du pouvoir d'achat. Voilà, donc c'est marrant. On a déjà ces premiers impacts avant même que Trump prenne ses fonctions. Le monde change de logiciel. On revient dans la logique transactionnelle de Donald Trump. Et donc, au-delà d'Ursula et de ce narratif, en fait, alors qu'on est déjà en train, l'Union européenne, depuis 2022, est déjà en train de diversifier ses sources d'approvisionnement et on achète déjà du gaz américain. Pas que, mais on achète du gaz aux États-Unis. Eh bien, là, on pointe qu'on achète du gaz américain. C'est ça, on le met bien en avant. Souvenez-vous, on est des potes. Eh bien, par exemple, le Qatar a décidé de mettre dehors les dirigeants du Hamas. Ah, j'ai cru qu'ils avaient décidé d'acheter du gaz américain. J'ai fait, wow, les mecs, ils sont quand même... wow. Ils n'ont pas besoin d'acheter du gaz américain pour là. C'est une peu private joke, mais le Qatar, ils ont leur propre gaz. La Chine a fait des déclarations pour dire que non, mais ils ne cherchaient pas une guerre économique avec les États-Unis. Enfin voilà, tout le monde. L'être humain est tellement adaptable. Voilà, exactement. Tout le monde se met en. Le cynisme du monde dans lequel on vit, c'est formidable. Moi, j'adore. En tout cas, moi, je sais pas ce que t'en penses, Max, mais ça me rassure pas des masses parce que j'ai quand même l'impression que tout le monde appelait à un sursaut en 2016 de l'indépendance économique et des défenses européennes, notamment suite à la première élection de Trump. Et puis ça a fait plouf. Et moi, j'ai quand même un peu le sentiment que ça va de nouveau faire plouf. Eh bien, c'est un peu l'effet combiné, c'est-à-dire que dans un sens, il va falloir repackager pour se montrer sous une belle lumière et attiser finalement le satisfecit de Donald Trump. Et en même temps, Donald Trump est tellement imprévisible, parce que c'est ça quand même sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que le principe fondamental de la politique étrangère de Donald Trump, c'est l'imprévisibilité, qu'il va falloir quand même ne pas être à poil si jamais il décidait de prendre des décisions qui soient complètement contraires à nos intérêts. Et par exemple sur l'Ukraine, si jamais Donald Trump décidait d'arrêter de soutenir l'Ukraine financièrement, avec du matériel militaire et tout ça, eh bien, globalement, l'impact, il est pour les Européens, parce que si l'Ukraine tombe, si la Russie réussit à finalement son pari d'envahir et de prendre le contrôle de l'Ukraine, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est la sécurité des Européens qui est en danger. Donc, il y a un peu cette double approche qu'il va falloir combiner. Ce qui est sûr, c'est que les commissaires désignés qui prendront leur fonction probablement au 1er décembre, eux, ils ont déjà bien intégré ça. Et donc, on a déjà vu dans les auditions qui ont eu lieu la semaine dernière, quand même, un certain nombre de choses. Après, fondamentalement, le grand défi, c'est notamment sur l'Ukraine, est-ce que nous, Européens, sommes capables de prendre nos responsabilités ? Est-ce qu'on est capable de dégager le volume financier, les armes et les munitions que aujourd'hui les Américains financent largement ? Aujourd'hui, les Américains sont le premier donateur militaire à l'Ukraine. Est-ce qu'on est capable de pallier ça ? À court terme, ça va être très très difficile. Et au vu notamment de la situation économique, ou alors il faut vraiment considérer qu'on est maintenant dans une situation quasiment de guerre nous-mêmes, et donc changer nos économies, changer nos logiques, et voilà. Donc ça, c'est un élément qui sera à voir. 2 éléments sur l'Ukraine. Je ne sais pas quoi en faire encore à ce stade, mais on verra si c'est des éléments intéressants pour la suite. La première chose, c'est que Donald Trump a appelé le président Zelensky, le président ukrainien, a appelé Donald Trump, et que Donald Trump aurait pris l'appel avec Elon Musk dans la conversation aussi. On ne sait pas trop ce que Donald Trump réserve pour Elon Musk, un poste peut-être de ministre de l'économie ou quelque chose dans ces zones-là. Il faut savoir qu'Elon Musk a
a offert à l'Ukraine au début de la guerre des systèmes Starlink pour avoir Internet un peu partout, notamment sur le front, qu'a priori il continue de les faire fonctionner. On ne sait pas si c'est gratuitement ou pas. En tout cas, je doute que non, c'est pas intéressant. C'est pas gratuit. Mais en tout cas, il continue de fonctionner. Et l'autre élément, qui est un élément qui commence à sortir depuis quelques jours, mais dont on n'a pas pour l'instant d'autres choses que des rumeurs, mais c'est un élément intéressant comme un autre, c'est de dire que Donald Trump aurait proposé une démilitarisation de toute la zone qui aujourd'hui, de l'Ukraine, qui aujourd'hui est occupée par la Russie, et surtout, et c'est là que ça devient, je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas l'envoi de troupes, non pas américaines, mais européennes, pour pacifier justement toute cette zone. Alors naturellement, dans l'état actuel des choses, on ne voit pas comment ça pourrait fonctionner, on ne voit pas comment la Hongrie pourrait accepter d'envoyer des troupes sur le front de l'Ukraine, on ne voit même pas comment en France on arriverait à faire passer cette demande-là, mais ça donne un peu... Oh, puis, je pense que la Russie serait ravie d'avoir des troupes de l'OTAN à la frontière... C'était une autre question, mais ça donne un peu l'idée pour vous dire dans quel état d'esprit sont les gens et quelles sont les choses qui sortent aujourd'hui sur le sujet. Du coup, voilà, c'était un grand open mic sur la victoire de Donald Trump. On en est sur des réactions à chaud quand même, quelques jours après l'élection. On aura l'occasion de revenir dans les prochains podcasts, je pense notamment à partir du mois de janvier, sur ce qui va se passer réellement au moment où Donald Trump va arriver au pouvoir. Il faut savoir que pour l'instant, on n'a pas trop d'idées de ses nominations non plus en termes de ministre. Je vous le disais, la seule personne qu'il a nommée, c'est sa directrice de campagne, qu'il a nommée Chief of Staff, donc, comment on dit, chef de bureau, directrice de cabinet. Directrice de cabinet, voilà, merci Max, en France. Il faut savoir que Suzy Wild, future directrice de cabinet de Donald Trump, est probablement celle qui est la plus grande, qui a la plus grande part de responsabilité dans la victoire de Donald Trump, en tout cas dans toute l'organisation de sa campagne. Donc ça donne déjà un élément intéressant. On y reviendra. On espère qu'on vous a donné quelques éléments de réflexion à chaud et en même temps pas si chaud que ça. On a pris le temps, nous, de les réfléchir, de sortir de notre gueule de bois au lendemain de ces résultats, des résultats de ces élections, pour essayer d'aller aussi un peu au-delà, de sortir de notre point de vue aussi d'Européen pour se mettre dans les bottes d'un Américain pour savoir comment est-ce qu'un Américain vote. Je pense que ça, c'est intéressant. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels on va pouvoir parler, mais seulement une fois qu'on aura une meilleure idée de ce qui va effectivement se passer. On a plein d'autres inquiétudes. Moi, je pense qu'on partage des inquiétudes sur notamment tout le système démocratique judiciaire aux États-Unis, qui, si Trump récupère à la fois les républicains récupèrent la présidence, le Sénat et la Chambre des représentants, ce qui semble se profiler, mais ça va lui donner les mains libres pour faire à peu près tout et n'importe quoi. Mais à ce stade, voilà, on peut juste dire donner des infos, mais sans avoir plus de contexte. Donc on va prendre le temps de digérer tout ça et de vous proposer d'autres informations au fur et à mesure qu'elles viendront dans nos prochains épisodes. Exactement. Alors, c'est déjà la fin de cet épisode, 6e épisode de la saison 6. Et si vous êtes arrivé au bout, bravo, merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, mettez-nous un petit message, un petit pouce, une petite note sur vos plateformes d'écoute. Et puis, surtout, partagez. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Traitez donc ce foutu mal de tête avec des câlins, de l'amour et de l'humour. Gros bisous et bon vent.